Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo qui sera probablement découpée en 2 ou 3 parties, nous allons parler de la géopolitique internationale. L'enjeu que l'Afrique représente dans le monde et son probable champ de bataille entre les puissances antagonistes d'aujourd'hui. Cette thématique ne pourra pas être développée dans une seule vidéo. Je ne sais pas combien de vidéos que ça fera, mais probablement 2 ou 3. Parce que nous allons parler beaucoup de choses. Nous allons parler beaucoup de choses. Depuis quelque temps, de nombreux géopoliticiens soulignent que la menace d'une troisième guerre mondiale devient de plus en plus tangible. Et dans ce cas, une question se pose alors. Cette éventuelle guerre mondiale débutera-t-elle de la même manière que la première? Vu qu'au cours du 19e siècle, la révolution industrielle a marqué un tournant décisif, entraînant une augmentation des besoins en matières premières et un marché pour écouler les produits manufacturés. Les grandes puissances européennes, avec la Grande-Bretagne en tête, ont alors entrepris une colonisation massive de l'Afrique, exploitant ses ressources et imposant leur domination économique et politique. Mais ce phénomène a été un moteur essentiel de l'expansion coloniale, entraînant des affrontements directs entre ces puissances pour redéfinir leur contrôle sur les colonies. Aujourd'hui, nous observons un schéma similaire où des pays comme la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, l'Inde, etc. intensifient leur présence en Afrique sous prétexte d'investissement. Mais nous tous, on sait que l'objectif sous-jacent est de contrôler les ressources naturelles du continent. Cette nouvelle ruée vers l'Afrique ravive les rivalités économiques entre ces grandes puissances, mais ce qui pourrait potentiellement déboucher sur un conflit mondial. Ainsi, il est pertinent d'explorer quand même que les parallèles entre la première et les tensions actuelles qui pourraient mener à une troisième guerre mondiale. Les causes sous-jacentes telles que la compétition pour les ressources, les alliances stratégiques et les rivalités impérialistes que nous allons expliquer tout à l'heure, semblent se reproduire dans le contexte contemporain. La question demeure toujours. Ces dynamiques historiques se répéteront-elles? Et si oui, quelles en seraient les conséquences pour le monde d'aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les causes de la Première Guerre mondiale, ensuite le comparer avec les événements mondiaux que nous examinerons dans les vidéos suivantes. Pour comprendre les causes de la Première Guerre mondiale, il faut se pencher sur une carte du monde du début de l'année 1914, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale. D'abord, les rivalités économiques entre les pays européens découlent directement de la révolution industrielle, qui a entraîné un âge de la production. Les pays veulent produire beaucoup et la compétition est féroce. C'est donc l'avènement du capitalisme. Cette guerre économique passe par un conflit colonial. Les pays veulent posséder le plus de colonies possible pour enfin assurer leur domination dans le monde. Par exemple, dans cet article intitulé Pourquoi la Première Guerre mondiale a-t-elle eu lieu? Il a dit ici, les rivalités économiques et les empires coloniaux. Avant la Première Guerre mondiale, les tensions internationales étaient principalement liées à des rivalités économiques et coloniales. Ces tensions résultaient de la révolution industrielle qui a entraîné une compétition intense
entre les pays pour la production. Cette compétition s'est étendue aux conquêtes coloniales avec des empires coloniaux majeurs tels que la France et la Grande-Bretagne. Mais il faut aussi préciser qu'à l'époque, les deux grandes puissances antagonistes, c'était l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui se disputaient de plus en plus de territoires, tandis que la France et l'Angleterre avaient plus de colonies, devant les empires coloniaux belges, portugais, espagnols, italiens, allemands, etc. Toutefois, l'Allemagne cherche à étendre son territoire. Cela pose de nombreux problèmes avec les grands empires comme avec la France au sujet du Maroc entre 1905 et 1911. Comme par exemple ici, le 31 mars 1905 survient le coup de Tanger. Cette initiative intempestive de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, va précipiter la mainmise de la France sur le sultanat du Maroc. Quelques années plus tard, à l'été 1911, Français et Allemands vont relancer leurs différences autour du Maroc jusqu'à placer l'Europe au bord d'une conflagration générale. Vous voyez bien, il faudra tout le doigté du président du Conseil, Joseph Caillaux, pour écarter la catastrophe. Il y a aussi d'autres rivalités, par exemple ici. Il dit la rivalité entre l'Allemagne et le Royaume-Uni avant 1914. À la veille de la guerre 1914-1918, de graves rivalités opposaient l'Allemagne au Royaume-Uni. Il s'agissait surtout d'une concurrence désastreuse pour les Britanniques dans le domaine industriel et commercial car l'Allemagne parvenait à gagner des marchés extérieurs jusqu'à la dominer par le Royaume-Uni. Donc, vous voyez ici encore la rivalité entre l'Autriche-Hongrie et la Russie avant 1914. Alors, la Grande-Bretagne de son côté s'inquiète vivement de l'essor économique et colonial de l'Allemagne et ne souhaite pas perdre sa domination de première puissance. C'est la raison pour laquelle elle se rapproche de la France pour faire barrage aux Allemands, qui réussissent tout de même à mettre la main sur des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Et l'autre partie aussi, la rivalité entre l'Autriche-Hongrie et la Russie, c'est-à-dire l'Empire austro-hongrois a eu effet des vues expansionnistes sur les pays autour de la mer Égée, mais les Russes appliquent une politique de barrage. Il connaît également des revers avec l'Italie qui revendique des territoires des Balkans. Donc, comme vous le voyez ici, la rivalité entre l'Autriche-Hongrie et la Russie se passe surtout dans les Balkans. Jusqu'en 1912-1913 sont en grande partie les territoires de l'Empire turc. Globalement, les Balkans sont secoués par des conflits importants depuis la fin du XIXe siècle, après avoir quitté l'Empire ottoman. Ils sont disputés par les grandes puissances que sont la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Et c'est ce que l'on appelle la crise des Balkans qui ne s'achève qu'en 1914. Alors, la question c'est pourquoi vouloir à tout prix posséder de nombreuses colonies? Je crois que la raison est simple et est expliquée par le professeur Jacques Pauwels dans son livre intitulé 1914-1918, la Grande Guerre des classes, publié en 2014. Il dit que les grandes puissances industrielles, les grandes banques et les grandes entreprises voulaient de nouvelles colonies ou des semi-colonies sur lesquelles elles auraient exercé un contrôle indirect pour leurs matières premières, leur main-d'œuvre bon marché et leurs possibilités d'investissement. Ici réside certainement l'une des principales raisons de la guerre.
Voyons cet ouvrage intitulé La stratégie du chaos, impérialisme et islam, produit par Michel Collin et Grégoire Lecher, entretien avec Mohamed Hassan. Il dit à la page 123 ceci. En quoi les colonies étaient-elles si importantes? D'une part, elles permettaient de fournir les matières premières nécessaires pour faire tourner la machine industrielle de l'Europe. D'autre part, elles offraient des débouchés pour les produits et les capitaux qu'accumulaient les puissances européennes. Mais la question reste, où trouvait-on ces colonies, ces matières premières, ces main-d'œuvre bon marché? C'était effectivement en Afrique. C'est dans ce sens que les historiens appelleront cette période de la ruée vers l'Afrique. Mais avant d'aborder la ruée vers l'Afrique, permettez-moi de revenir sur une période très intéressante qui est la crise de 1973, la première crise du capitalisme. Elle a pu être partiellement surmontée parce que le capitalisme s'était transformé en impérialisme, c'est-à-dire que les capitaux ont pu être investis dans les colonies pour relancer l'économie européenne. L'Amérique latine a été ainsi dépecée, la Chine contrainte de s'ouvrir aux puissances étrangères, et c'est cette guerre de l'opium. Et enfin, l'Afrique partagée entre les puissances coloniales à la conférence de Berlin. Et gardez bien à l'esprit ce dernier élément. Alors, la course au clocher, plus connue sous le nom de ruée vers l'Afrique, désigne une période d'expansion coloniale accélérée des puissances européennes sur le continent africain. Cette expansion fut motivée par des intérêts économiques, notamment l'exploitation des immenses ressources naturelles du continent, ainsi que par des enjeux politiques et stratégiques liés à la rivalité entre les grandes nations européennes. On a vu ces articles. Afrique, la parenthèse coloniale, 1880-1960, par Hérodote. Il dit, à partir des années 1870, les grandes puissances européennes prennent le relais des explorateurs, des commerçants et des négriers, mais par des ambitions politiques et des considérations idéologiques. Elles s'engagent dans la ruée dans la course au clocher. C'est ainsi que l'Afrique noire fait l'objet d'un passage au Congrès de Berlin 1885. On a aussi cet article intitulé Événements menant à la ruée vers l'Afrique. Il dit ici un peu plus bas. La ruée vers l'Afrique 1880-1900 a été une période de colonisation rapide du continent africain par les puissances européennes, mais cela ne serait pas produit à part l'évolution économique, sociale et militaire particulière que l'Europe traversait. Il dit ici, la folle ruée vers l'Afrique au début des années 1880. En seulement 20 ans, le visage politique de l'Afrique a changé. Seul le Libéria, une colonie dirigée par d'anciens esclaves afro-américains, et l'Égypte restant libre de tout contrôle européen. Le début des années 1880 a vu une augmentation rapide du nombre de nations européennes revendiquant un territoire en Afrique. Vous avez vu comment cela a été fait. La fin du commerce européen des esclaves a laissé un besoin de commerce entre l'Europe et l'Afrique. Les capitalistes ont pu être vu la lumière sur l'esclavage, mais ils voulaient toujours exploiter le continent.
Un nouveau commerce légitime serait encouragé. Les explorateurs ont localisé de vastes réserves de matières premières, tracé des routes commerciales, navigué sur les rivières et identifié des centres de population qui pourraient servir de marché pour les produits manufacturés d'Europe. Donc, vous voyez toujours la question économique est la base de cette expansion coloniale. On a ici aussi cet article intitulé Le partage colonial de l'Afrique. Il dit ici, dans le cadre de la révolution industrielle et les rivalités nationales entre les États européens, ces derniers se lancent dans une course aux colonies en Afrique. À partir des années 1880, malgré la conférence de Berlin qui a pour but de donner des règles à la conquête coloniale, des tensions éclatent entre les nations européennes. Il continue ici. La course au clocher. La course au clocher désigne la compétition à laquelle se sont livrées les puissances européennes pour conquérir le plus de territoire possible, compétition lancée lors de la conférence de Berlin tenue en 1885. La conquête de l'Afrique engage une course aux colonies. On a ici un autre article intitulé La colonisation de l'Afrique au XIXe siècle. Il dit ici, toutefois, de 1870 à 1880, l'exploration de l'Afrique progresse. On découvre des richesses intéressantes. Or et diamants d'Afrique du Sud, cuivre de Rhodésie. Les Européens voient miroiter à tort souvent l'image d'une Afrique noire, riche et peuplée. Donc toujours c'est la question économique qui domine ce que nous disons. Donc, l'enjeu de cette occupation, l'enjeu de cette rouée vers l'Afrique, c'était exactement les richesses africaines. C'est grâce aux richesses africaines que les Européens faisaient ce que les historiens appelaient la course au clocher. Face aux richesses considérables du continent, les puissances européennes se lancèrent dans une compétition effrénée pour s'approprier le plus de territoire possible. Et qui s'approprie du territoire s'approprie des marchés, mais aussi s'approprie des matières premières. Cependant, certains dirigeants et penseurs européens anticipèrent le risque de conflit majeur entre ces nations en raison de cette course désordonnée à la colonisation. Afin d'éviter un affrontement direct, le chancelier allemand Otto von Bismarck prit l'initiative d'organiser un congrès en 1884-85 et c'est la fameuse conférence de Berlin. Cette conférence visait à établir des règles de partage de l'Afrique entre les puissances coloniales, en définissant des principes censés garantir une répartition équitable des territoires. Donc, la course au clocher. Nous avons aussi l'ouvrage que nous avons consulté tout à l'heure, la stratégie du chaos. Il dit à la page 26, donc l'Allemagne choisit ce moment pour montrer sa gourmandise. Prenant confiance en ses capacités, elle estime injuste de n'avoir pas reçu sa part du gâteau colonial. À cette époque, une énorme partie de l'Afrique n'a pas encore été colonisée. Seules les côtes et quelques cités sont réellement contrôlées par les puissances coloniales et l'Allemagne souhaite s'installer en Tunisie. Cela crée des tensions fortes avec la France, déjà humiliée par la perte de l'Alsace et de la Lorraine. L'Allemagne se tourne alors vers le Maroc
mais cela ne calme pas les tensions, au contraire. C'est dans ce sens que s'ouvrit en novembre 1884 la fameuse conférence de Berlin. Les rivalités coloniales, la conférence de Berlin. Les rivalités coloniales, la conférence de Berlin et ses conséquences. Il a dit dans la seconde moitié du XIXe siècle, après les missionnaires et les explorateurs effectuaient d'importantes expéditions de reconnaissance, le continent africain fut au terrain où toutes les puissances voulaient s'emparer en sautant à leur mesure des empires coloniaux. Cette compétition sera à l'origine de plusieurs différents problèmes conflits entre Européens engagés sur le continent. Ainsi, pour régler ces rivalités, un congrès fut convoqué à Berlin en 1885 afin de discuter sereinement du partage de l'Afrique. Les causes pourquoi les Européens se disputent l'Afrique. Les causes des rivalités européennes en Afrique sont multiples, mais nous retiendrons la recherche de débouchés pour les produits industriels européens en est la principale. C'est-à-dire que chaque puissance veut avoir sous son autorité le maximum de territoire où il pourra écouler librement ses marchandises. Mais la recherche des points stratégiques pour une conquête future de l'Interland n'en est pas une moindre. Les principales rivalités. Elles sont nombreuses en mettant en prise la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne et la Belgique. Chacune de ces puissances rêve d'une utopie de grandeur. La Grande-Bretagne, par exemple, va faire la liaison, le Caire et le Cap. La France rêve de réunir sous sa possession l'ensemble des territoires compris entre la côte ouest Dakar à la côte est Djibouti, etc. On a aussi cet article intitulé Les causes des conflits. Au début du XXe siècle, l'Europe est déchirée par de profondes rivalités entre les pays européens, aboutissant au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Il dit ici les rivalités européennes. Les rivalités économiques. Et il a dit ici encore les rivalités coloniales. À la fin du XIXe siècle, les rivalités coloniales opposent les grandes puissances européennes. En 1885, une conférence à Berlin définit le partage de l'Afrique entre les États coloniaux. La France et le Royaume-Uni, les deux principales puissances coloniales, se disputent alors le contrôle des colonies. L'Allemagne, de son côté, estime ne pas avoir un empire à la taille de sa puissance et cherche à contrôler de nouvelles colonies. Des tensions importantes éclatent entre la France et l'Allemagne lorsque cette dernière tente de s'établir au Maroc malgré la présence française. La guerre est évitée de justesse à plusieurs reprises entre ces grandes nations. Devant cette expansion rapide de l'Empire français, l'équilibre de la force est compromis en Europe et bien sûr, les autres puissances coloniales sont inquiètes. Pour le Royaume-Uni et l'Allemagne notamment, il faudrait surtout pas céder les ressources de l'Afrique à la France. À mesure où les puissances européennes s'étendent sur le continent africain, les désaccords se multiplient et la tension monte. Les Portugais, les Allemands, les Austro-Hongrois, les Britanniques, les Belges, les Italiens, les Néerlandais, les Russes, Norvégiens, Suédois, Danois, Français. Ça commence à faire beaucoup de monde. Devant cet intérêt grandissant, fin 1884, le chancelier allemand Bismarck convoque toutes les puissances coloniales à une grande conférence à Berlin afin d'établir ensemble les règles du jeu. Toutefois, en dépit de ces régulations, la colonisation européenne entraîna des tensions dévastatrices pour les sociétés africaines. Les conquêtes s'accompagnèrent de massacres, de destruction de royaumes et d'extermination de communautés entières. Les frontières tracées arbitrairement à Berlin sans tenir compte des réalités ethniques, culturelles et historiques africaines firent à l'origine de tensions et de conflits qui perdurent encore
aujourd'hui. Inutile de revenir sur ces périodes longues de massacres et de mépris. Donc, si la conférence de Berlin permet temporairement d'éviter une guerre entre les puissances européennes sur le sol africain, elle ne fut en réalité que repousser l'inévitable, car 30 ans plus tard, les rivalités impérialistes et nationalistes qui avaient animé la ruée vers l'Afrique figurèrent parmi les causes profondes, voire même la source du déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Par exemple, nous voyons ici cet article. L'impérialisme en tant que cause de la Première Guerre mondiale. L'impérialisme est un système dans lequel une nation puissance conquiert, contrôle et exploite une ou plusieurs colonies, généralement situées sur d'autres continents. L'impérialisme a été une source d'importante concurrence et de tensions dans les décennies qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Plusieurs nations européennes étaient de grandes puissances impériales et cherchaient à maintenir ou à étendre leurs possessions coloniales, notamment en Afrique et en Asie. Les colonies peuvent avoir des avantages militaires ou géopolitiques, mais leur objectif principal est économique. Elles existent principalement pour profiter et enrichir le pouvoir impérial. Dans la plupart des cas, il s'agit de la fourniture de métaux précieux et d'autres ressources comme le bois, le caoutchouc, le riz, etc., etc. Nous avons cet article intitulé L'impérialisme comme cause de la Première Guerre mondiale. L'impérialisme a été l'une des principales causes de la Première Guerre mondiale qui a débuté en juillet 1914. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand. En effet, les historiens la considèrent comme l'une des 4 principales causes à long terme de la guerre, avec le militarisme, les systèmes d'alliance et le nationalisme. L'impérialisme a été une cause particulièrement importante de la Première Guerre mondiale. Par exemple, cela a poussé les nations européennes à se disputer les territoires dans le monde entier, ce qui a accru les tensions. Vous voyez bien? Et il a continué. En général, l'impérialisme européen de l'Afrique a créé des tensions dans la mesure où l'Allemagne s'est sentie exclue du territoire de la région. Par exemple, en 1884, le dirigeant allemand Otto von Bismarck a appelé la conférence de Berlin qui a réuni les puissances européennes pour discuter de la division de l'Afrique en régions contrôlées par les nations européennes. Le but de la réunion était bien éviter de déclencher un conflit européen majeur et d'apaiser les tensions, car la ruée vers l'Afrique conduisait à une intense rivalité et méfiance entre les puissances européennes. La paix créée lors de la conférence de Berlin n'a pas duré car la rivalité entre les puissances européennes s'est intensifiée à l'approche de 1914. Donc la conférence de Berlin n'a pas éliminé les contentieux et les rivalités, il n'a fait que retarder la guerre. On a ici un autre article intitulé Mittelafrika, le rêve allemand d'un empire africain, 1884-1918. La conférence de Berlin 1884-1885 est encore considérée par de nombreux historiens comme le point culminant de l'impérialisme européen en Afrique, dominé par le génie diplomatique de Bismarck. La conférence a en fait divisé le grand bassin du Congo entre diverses puissances coloniales, équilibrant leurs intérêts commerciaux concurrents dans un système complexe de sphères d'influence exclusives. La conférence de Berlin a ainsi formalisé cette ruée politique et économique sur le territoire africain, destinée à atteindre son apogée
à la fin des années 1890. Avec la lutte anglo-française pour le Soudan et l'émergence de l'empire privé de Cecil Rhodes en Afrique du Sud. Mais cette situation eut aussi pour conséquence inattendue de stimuler les ambitions coloniales de l'Allemagne qui donna son aval diplomatique à ses récentes acquisitions au Togo, au Cameroun et en Afrique du Sud-Ouest. Ce fait eut de profondes répercussions sur l'équilibre international des pouvoirs, alimentant toute cette série de rivalités coloniales révélées plus tard dans la tragédie finale de la Première Guerre mondiale. On a aussi un autre article ici intitulé Les causes de la Première Guerre mondiale, le partage du monde et l'apport du mouvement social. Cet article est tiré de l'ouvrage de Jacques Pauwels. Donc, c'est un article très intéressant car c'est une de ses interviews. Et dans cet article, il nous dit ceci. En général, on explique la Grande Guerre comme ceci. Un coup de tonnerre dans un ciel bleu. On prétend que personne ne l'avait vu venir, que personne ne l'avait voulu. En réalité, les nuages de la guerre s'accumulaient depuis 20 ans. Une guerre était nécessaire et les élites politiques de l'Europe la voulaient car elles estimaient qu'une guerre allait réaliser pour elles des choses fantastiques. Voilà des années que Jacques Pauwels est plongé jusqu'au cou dans l'histoire des révolutions et des guerres. Il a déjà publié de nombreux ouvrages sur le sujet, etc. etc. Et donc, c'est l'ouvrage, cet article tiré de cet ouvrage, 1999, que nous avons parlé tout à l'heure. Il a aussi ajouté ce que cette citation que nous avions déjà parlé. De plus, tous les pays n'étaient pas satisfaits de leur part. Sur le plan des colonies, l'Allemagne était le parent pauvre. Elle pensait pouvoir phagocyter la Belgique. La Grande-Bretagne était d'ailleurs prête à signer un accord à ce propos. Et pourtant, on nous dit que la Grande-Bretagne a attaqué l'Allemagne parce que l'Allemagne a violé le traité qu'il avait signé concernant la neutralité de la Belgique. Et donc, il dit ici que la Grande-Bretagne était d'ailleurs prête à signer un accord à ce propos. Il ne fallait pas nécessairement en arriver à une guerre. La concurrence entre les pays impérialistes pouvait également être résolue par des accords mutuels. Parmi les Anglais, il existait un groupe assez important qui aurait préféré collaborer avec l'Allemagne plutôt qu'avec la France pour satisfaire les Allemands. Ces gens étaient prêts à céder le Congo belge à l'Allemagne. Donc, les gens trop pauvres, on pouvait s'en débarrasser en les envoyant dans ces colonies. L'impérialisme était donc aussi une manière de résoudre les problèmes sociaux. Les pauvres pouvaient faire carrière dans ces colonies. De la sorte, ils se muaient en patriotes au lieu de rester des emmerdeurs et les laissant intervenir de façon agressive dans les colonies et ne posaient plus le moindre problème dans la métropole. Donc ici, il dit que vous dites que l'enjeu, c'était des colonies. Pourquoi, dans ce cas, n'ont-ils pas mené la lutte dans les colonies même? Jacques Pauwels. Cela aboutit à une guerre mondiale parce qu'il s'agissait de possessions impérialistes. Mais cette guerre se déroula en Europe parce que les pays impérialistes étaient principalement des pays européens, à deux exceptions près, les États-Unis et le Japon, qui ont pu se permettre de ne pas intervenir directement. D'autres pays ont un peu attendu, comme l'Italie et la Bulgarie, mais ils sont finalement allés car quand ils ont compris qu'il y avait quelque chose à gagner dans l'avenir. Donc, il va nous expliquer ici quelque chose de très important.
Pourquoi la Grande-Bretagne voulait-elle la guerre avec l'Allemagne? Jacques Pauls. La puissance politique et économique de la Grande-Bretagne s'appuyait sur le contrôle des 7 mers. Britannia, rule the waves. La Grande-Bretagne règne sur les mers. La flotte britannique devait rester aussi importante que toutes les autres flottes ensemble afin de pouvoir dominer n'importe qui. Donc c'est la question de la domination du leadership mondial. Mais fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les Allemands se mirent eux aussi à construire des navires. Il s'agissait de navires modernes qui ne naviguaient plus au charbon mais au pétrole. La Grande-Bretagne avait du charbon mais pas de pétrole, etc. Donc, ici, ce que nous voulons comprendre ici, c'est que la Première Guerre mondiale était une guerre d'abord économique. Cette guerre économique a conduit les Européens à faire la course vers l'Afrique pour s'accaparer plus de territoires, plus de colonies, plus de matières premières, plus de marchés, entre autres, pour justifier leur domination. Mais aussi, surtout ce qui nous intéresse ici, c'est entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Parce qu'à l'époque, l'Allemagne était la puissance montante qui voulait récupérer les colonies britanniques et françaises pour devenir la première puissance mondiale, en fait prendre la place de la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne avait peur à faire la guerre à l'Allemagne pour rester la puissance dominante. Nous allons finir cette partie avec la stratégie du chaos que nous avons parlé tout à l'heure. Donc à la page 30-35. Il dit 14-18. Le nouveau partage du monde par la guerre. À l'école, on apprenait aux enfants que durant la Première Guerre mondiale, la France, la Belgique et les autres alliés défendaient la fierté patriotique face à l'envahisseur allemand. En face, on disait exactement le contraire. Mais si 10 millions d'hommes sont morts dans cette guerre interminable et atroce, s'il était difficile dans les années 20 pour une femme française, un mari était simplement pour une question de fierté nationale, on croit mourir pour la patrie. Le discours national et patriotique était une tromperie à grande échelle, comme l'exprimait un grand écrivain de l'époque, Anatole France. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels de la métallurgie, de la chimie et aussi des banquiers. La Première Guerre mondiale avait 3 enjeux, tous économiques. Le charbon et l'acier de l'Alsace-Lorraine, richesse minérale et industrielle alors fondamentale, le contrôle des Balkans, Serbie, Croatie, Bosnie, Grèce, Bulgarie, Roumanie, etc. Pas tant pour leurs ressources, mais parce que point de départ de la route des Indes. Le nouveau partage des colonies africaines où l'Allemagne avait été désavantagée. Donc, quand vous voyez ces 3 enjeux, apparemment, ils sont très liés. Parce que quand l'Allemagne a envahi la France en 1870-71, il a pris l'Alsace et la Lorraine. Il a voulu augmenter sa force, sa puissance pour en fait concurrencer la Grande-Bretagne. Et alors, le contrôle des Balkans, c'était entre la France, l'Allemagne, la Russie, etc., l'Autriche-Hongrie. Là aussi, c'était une question de puissance pour aller faire plus de colonies, mais aussi pour occuper des points stratégiques. Et l'enjeu principal, c'était le nouveau partage des colonies africaines. Il dit ici,
Chacun veut sa part du gâteau. Le partage des colonies s'était effectué sur base d'un rapport de force de l'époque. Les plus puissants, Londres et Paris, avaient pris les plus grosses parts du gâteau colonial. Les autres avaient reçu les mieux. Mais entre-temps, les rapports de force économique avaient été bouleversés. Entre 1898 et 1913, les parts britanniques et françaises dans l'économie mondiale n'ont cessé de baisser, tandis que la part allemande s'accroissait rapidement. Même chose pour leur investissement à l'étranger. Or, la première grande crise économique du capitalisme frappe en 1873. Elle accentue la bataille pour les matières premières et donc pour les colonies. La montée de l'Empire allemand. Devenu très puissant sur le plan économique et en fait unifié sur le plan politique, le nouvel empire allemand entre alors en contradiction permanente avec les empires français et britanniques. Face à cette montée d'un empire allemand, français et britannique veulent défendre leur position et conserver leurs colonies. C'est une question de survie économique. La guerre de 14-18 n'est donc pas une guerre entre des peuples, mais entre des industriels. Elle est le résultat de rivalités économiques exacerbées entre une puissance montante qui est l'Allemagne et deux puissances déclinantes qui est la Grande-Bretagne et la France. Donc en gros, vu des métropoles capitalistes, les terres qui s'attendent au-delà des mers forment un vaste gâteau comme il l'appelait, dont il faut s'arroger les plus grosses parts possibles pour y exporter ses capitaux. Mais le partage des gâteaux ne se fait pas toujours dans la dentelle, comme nous l'avons vu. Il entraîne des conflits entre les puissances impérialistes et ces conflits deviennent de plus en plus féroces et particulièrement violents lorsqu'une puissance sur le déclin cherche à protéger ses positions, tandis qu'une autre en pleine expansion cherche à s'étendre. C'est la situation de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne au début du XXe siècle. L'Empire britannique était en crise, tandis que l'Allemagne, après avoir connu un développement industriel important, puis l'unification en 1871, cherchait à quand même étendre son territoire et à acquérir des colonies pour soutenir son développement économique. Et alors, cette contradiction allait provoquer des affrontements qui ont finalement conduit à la Première Guerre mondiale. Donc, tout le problème, c'est le problème du capitalisme. Parce que le capitalisme a motivé l'impérialisme. Mais, mort en 1883, Karl Marx n'a pas vécu assez longtemps pour anticiper que le capitalisme, en suivant sa propre dynamique, évaluerait vers l'impérialisme. Mais l'autre aussi, mort en 1895, 2 ans après la mort de Karl Marx, Friedrich Engels a pu en observer les premiers signes quand même. Mais c'est Lénine qui a le mieux analysé le phénomène et les conflits inter-impérialistes qu'il devait provoquer. C'est pourquoi il préconisait que les ouvriers, qu'ils soient allemands, français ou britanniques, s'unissent pour renverser le capitalisme plutôt que de s'entretuer sur le champ de bataille. Malheureusement, ces ouvriers avaient été manipulés et influencés par l'élite européenne afin de contourner l'idéologie de Lénine. Mais malheureusement aussi, les sociodémocrates allemands et particulièrement l'un de ses principaux théoriciens, Karl Kautsky, ne partageaient pas l'analyse de Lénine. Et finalement, nous avons vu où l'impérialisme motivé par le capitalisme nous a mené l'un des plus sanglants conflits que l'humanité n'a jamais connu. Ce qui m'intéresse ici, pourquoi j'ai pris tout ce temps pour revenir sur ce processus? Donc, c'est pour vous pousser à comprendre que l'enjeu principal de la Première Guerre mondiale, c'était le continent africain. Et le capitalisme qui est suivi de l'impérialisme sont aujourd'hui les moteurs de l'économie mondiale. Autrement dit, la source des rivalités
des pays européens qui a allumé le monde en 1914, l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité s'est impiée grâce à cette ruée vers l'Afrique. Pour s'accaparer aux matières premières du continent, comme si que les populations autochtones n'avaient pas besoin de ces ressources. De plus, c'est le prolongement de ces rivalités interpuissances qui ont causé la Seconde Guerre mondiale, car ce sont les conséquences de la Première Guerre mondiale qui sont devenues les causes de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Afrique était l'enjeu de la Première Guerre mondiale, mais elle était aussi logiquement la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, on ne vous l'apprend jamais à l'école, car du point de vue humain, c'est immoral, parce que des petits pays européens qui se sont donné la mission civilisatrice, qui sont venus en Afrique pour civiliser l'Afrique et les Africains, et finalement, ils ont vu d'autres choses beaucoup plus importantes que la civilisation, les matières premières, et ils se sont rivalisés les uns contre les autres, et cette rivalité a conduit à une guerre qui a coûté plus de 100 millions de victimes. Et donc, ce sont les mêmes pays civilisatrices, bien les pays civilisateurs qui ont tué plus de 100 millions de l'humanité. Est-ce audible? Ce n'est pas du tout audible. C'est pourquoi on nous apprend à l'école que des fables, des balivernes, pour ne pas révéler la cupidité, l'ignominie et l'incohérence de ces pays civilisateurs. Quand je vais expliquer le risque d'une guerre mondiale en Afrique, vous allez comprendre l'importance de cette partie et vous serez beaucoup plus conscient de la situation dangereuse que nous assistons aujourd'hui entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Mais avant cela, revenons un peu sur les alliances militarisées de l'époque. Parce que quand cette ruée vers l'Afrique était devenue incontrôlable et la guerre fut inévitable, les pays européens commencent à former des alliances. Les rivalités coloniales ont cristallisé des tensions et antagonismes entre les pays européens, et ce qui est la raison fondamentale du conflit mondial de 1914. Et alors, les alliances et les courses aux armements. Entre le début du XXe siècle jusqu'à 1914, l'Europe vit une paix armée. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne crois pas à la belle époque. Car tous les États se présentent et se préparent à un potentiel conflit armé en profitant de leur essor économique pour se libérer, pour se militariser avec des armes du dernier cri. La compétition économique fait aussi des émules sur le plan militaire et ainsi les États veulent être mieux armés que leurs voisins. Et dans ce cas, se préparer à la guerre, c'est également forger des alliances cruciales. Et pour cela, donc, chaque État l'a vite compris, ainsi deux camps se sont rapidement distingués en Europe et en Méditerranée selon les intérêts stratégiques et coloniaux. Et donc, comme vous le voyez ici sur la carte, vous avez vu la triple entente et la triple alliance. La triple entente, c'est la France, la Russie et le Royaume-Uni. La triple alliance, c'est l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Mais avait décidé de transhumer vers la fin de 1914. Et cette logique d'alliance a plusieurs effets, parce qu'elle cause l'accélération de la course à l'armement. Il y a aussi le renforcement des partenaires stratégiques et idéologiques, et il recrute aussi des soldats. Et qui dit recrute des soldats, on parle dans les colonies, des tirailleurs. Et donc, en somme, à partir de 1907 et surtout 1911, la guerre est déjà annoncée. Donc,
Est-ce que ce n'est pas les mêmes cas que nous voyons aujourd'hui, les mêmes scénarios entre les États-Unis et la Chine? On voit que les États-Unis et ses alliés, les pays de l'OTAN ou l'Occident global, ils sont de cette côté. On voit aussi de l'autre côté la Russie et la Chine avec leurs alliés, le BRICS plus et même, disons, le Sud global. Ça, c'est un indice. Mais on va y parler après. On note parmi les causes de la Première Guerre mondiale aussi des minorités nationales et des nationalismes en Europe. En effet, durant cette période pleine de tensions, les minorités nationales veulent créer des États-nations et se libérer de l'emprise des grands États. Elles sont encouragées dans cette voie par les démocraties qui soutiennent, je vais dire même les soi-disant démocraties qui soutiennent les sentiments nationaux naissants, parce que quand ces démocraties ont compris que les ouvriers, avec leur fougue et leur organisation, à leur appellation les socialistes, ils allaient prendre le pouvoir et les bourgeois allaient perdre forcément leur hégémonie. L'élite changerait de camp ou bien l'élite n'existerait plus en Europe. Et toutefois, ces minorités sont un grand danger pour la paix car elles entraînent des soulèvements et des alliances avec d'autres États, renforçant les antagonismes inter-européens. Depuis les pertes des territoires et donc perte des ressources, serait-elle dommageable aux États qui se préparent à un conflit armé. C'est pourquoi on a vu la mobilisation totale des sociétés, soutenue par le nationalisme et la propagande. Par exemple, en France, la situation est un peu particulière, car la défaite de 1870 a renforcé le sentiment national français, tout en inspirant une profonde haine de l'Allemagne, aux Français que l'on dit revanchard. Et ce sentiment de revanchisme est couplé à une montée du nationalisme dit ferme, c'est-à-dire l'extrême droite, avec son lot de joyeuseté. Cependant, ce revanchisme est bientôt supplété par une autre idée, celle de défendre la patrie face aux ennemis allemands. Encouragé par les progrès techniques, etc., ce nationalisme se transforme donc en partie en force pour partir au combat. Et de son côté, on a le Royaume-Uni, qui se considère depuis tout le 19e siècle comme l'empire colonial le plus important de la planète et la plus puissante du monde. Et ayant le droit sacré de tout gouverner, ils entendent assurer une certaine hégémonie, une certaine mise sur le monde, et cette aspiration renforce leur sentiment national puissant à l'encontre des Allemands qui leur font de l'ombre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, on a l'Allemagne. L'armée et la noblesse se sont progressivement unis autour de la guerre entre francophobie et libéralisme politique. Sous Bismarck, l'Allemagne établit une politique d'alliance avec les pays de l'Est sans s'étendre. Cependant, après son départ, le Keynes adopte Guillaume II une politique colonialiste et d'empire maritime. Ainsi, cela met l'Allemagne en concurrence avec la France et la Grande-Bretagne. Le nationalisme allemand augmente donc aussi sensiblement car les Allemands se considèrent rivaux à ces deux nations. Mais en réalité, le nationalisme est une fabrication de toutes pièces à la veille de la Première Guerre mondiale. Était juste fabriqué pour freiner les mouvements socialistes, c'est-à-dire la révolution qui allait se faire, bien, qui allait faire chuter le système capitaliste qui est en faveur des élites européennes. Il a été donc utilisé par les gouvernements pour créer une unité nationale et détourner l'attention des tensions sociales internes, en valorisant l'idée de la nation et en opposant les travailleurs des différents pays. Les élites ont aussi
ou bien ont réussi à affaiblir, bien, il faut le dire une fois, à affaiblir la solidarité internationale prônée par le socialisme qui allait remplacer la bourgeoisie, les ouvriers qui mouraient du joug capitaliste. Et donc, ils ont été piégés par l'élite européenne. Parce que quand la guerre a arrivé, du coup, tout a arrêté. On ne parle plus de manifestations, on ne parle plus des conditions de travail, on ne parle plus d'autre chose, rien que la guerre. Et donc, c'est là qu'ils ont tombé dans le piège de ces élites européennes. Et donc, c'est encore ce genre de nationalisme, cette manipulation qui est apparue au XXIe siècle avec des néoconservateurs, des néo-nazis et des partis d'extrême droite. Donc, pour finir cette partie, retenez que l'attentat de Sarajevo est souvent considéré comme la cause immédiate et ultime ayant donné lieu à la Première Guerre mondiale. C'est en effet le cas, mais pas du tout. Parce que si cela n'aurait été rien sans toutes les causes lointaines que nous avons vues jusque-là, ce qui était un incident grave entre l'Autriche, Hongrie et la Serbie est vite devenu improbable, un problème européen. Même si l'attentat de Sarajevo n'aurait pas été la cause immédiate de la Première Guerre mondiale, forcément la cause serait bel et bien. Parce que les causes existaient déjà depuis plus de 30 ans. Et donc, il attendait qu'une étincelle et tout s'embrasse. Quand on revient sur la situation actuelle, l'analyse des événements historiques et contemporains révèle une constante géopolitique. L'Afrique demeure un enjeu majeur dans la rivalité des grandes puissances. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne et la Grande-Bretagne étaient les principales puissances en compétition, notamment pour le contrôle des ressources naturelles. Et qui dit ressources naturelles à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, dit l'Afrique. Aujourd'hui, cette dynamique se reproduit avec d'autres acteurs, les États-Unis puissance dominante et la Chine qui cherche à s'imposer sur la scène mondiale et donc puissance montante. Quand on remplace les États-Unis par la Grande-Bretagne et on remplace la Chine ou bien l'Allemagne par la Chine, vous allez comprendre exactement la suite de ces vidéos que nous allons présenter et vous allez être en mesure de le mettre en parallèle avec les causes que nous avons détaillées sur cette vidéo. Pour comprendre la suite, sachez que la route vers l'Afrique, c'est la cause fondamentale de la Première Guerre mondiale. Si l'on considère les véritables causes de la Première Guerre mondiale, les tensions en Europe, notamment l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, apparaissent comme des déclencheurs plutôt que des raisons profondes du conflit. En réalité, la route vers l'Afrique, initiée au XIXe siècle, a engendré des rivalités économiques et coloniales exacerbées entre les puissances européennes. La conférence de Berlin a cristallisé ces tensions en partageant le continent africain entre les nations européennes, mais sans pour autant éliminer les conflits d'intérêt. L'Allemagne, arrivée tardivement dans la course aux colonies, cherchait à affaiblir la suprématie britannique en Afrique pour asseoir sa propre puissance. Cette compétition pour les ressources africaines s'est progressivement transformée en un système d'alliances militaires antagonistes, d'un côté la triple entente menée par la Grande-Bretagne, la France et la Russie, et de l'autre la triple alliance menée et dirigée par l'Allemagne. Cette situation a contribué à une montée des tensions aboutissant à la guerre totale. Aujourd'hui, le monde connaît une transition similaire. La suprématie occidentale dominée par les États-Unis est contestée par la montée en puissance de la Chine et comme jadis l'Allemagne face à la Grande-Bretagne,
la Chine aussi cherche à s'imposer en accédant aux ressources nécessaires à son industrialisation et à son expansion économique. Or, ces ressources stratégiques, minerais rares, hydrocarbures, etc., se trouvent en grande partie en Afrique. Donc, dans la deuxième partie, nous allons expliquer comment la Chine et les États-Unis jouent le jeu qui est similaire avec les causes de la Première Guerre mondiale. Et par la suite, vous allez comprendre qu'il est très probablement que l'Afrique soit le terrain mondial. Et cette guerre ne sera pas comme la première, mais cette guerre sera bel et bien une guerre nucléaire. Car il n'est pas seulement la Chine et les États-Unis, mais la Chine avec ses alliés, la Russie, l'Inde, l'Iran, etc., mais aussi les États-Unis avec l'Occident global, la France, le Royaume-Uni, etc. Et ce qui est plus malheureux, tous ces pays ont des bases militaires ici en Afrique pour défendre leurs intérêts économiques et stratégiques. Donc, il est fort probable que si on ne fait pas attention, les causes de la Première Guerre mondiale seraient bel et bien les mêmes causes de la Troisième Guerre mondiale. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt.